Bonjour, j'accueille avec plaisir chez Agora ce jeudi chez ICI Télévision Maître Neda Boumeftah, avocate en droit criminel et pénal ainsi qu'en protection de la jeunesse. Maître Neda Boumeftah est très impliquée auprès des communautés, que des jeunes. Elle est aussi chroniqueuse radio, télé. Elle se bat chaque jour pour les droits citoyens, pour la vulgarisation juridique auprès du grand public. Elle est ambassadrice pour l'organisme Grand Frère, Grand Sœur, Montréal, un organisme qu'elle a à cœur et qui se veut centré sur les jeunes et le désir profond de les inspirer. Maître Boumeftah, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Bonjour, merci de nous recevoir, un plaisir. Ça fait plaisir de vous accueillir. Une émission avec une touche juridique et pour sûr très instructive pour les gens qui nous suivent. En tant qu'avocate, vous êtes très impliquée auprès des communautés culturelles, ambassadrices aussi d'un organisme. Vous avez à cœur aussi les jeunes, comme je viens de citer. Puis vous avez comme idéal d'être aussi un agent de changement. Oui, c'est des mots très forts pour moi, parce que déjà être un agent, c'est essayer d'être un vecteur ou un catalyseur de quelque chose. Changement nécessite aussi du mouvement, un certain impact, une certaine vibration aussi, pour ne pas faire une analogie avec la science, mais la réalité aussi que l'on peut vivre. Alors, je me suis donné pour mission de me rapprocher de cette définition-là, de désir de changer. J'en suis au stade où j'espère inspirer le changement. Oui, exactement. Puis c'est un sens du leadership là, qui est tout à votre honneur. La vulgarisation juridique qui est auprès du grand public, c'est une tâche aussi qui n'est pas facile et c'est tout à votre honneur. Comment est-ce que vous entrevoyez, Maître Boumeftah, les connaissances du grand public quant à ce qui a rapport avec tout ce qui est juridique en général? On dit « nul n'est censé ignorer la loi ». C'est une phrase qu'on entend souvent se répéter, mais malheureusement, les connaissances juridiques du grand public sont assez faibles, voire pratiquement inexistantes dans certains domaines. Alors, à moins qu'on ne fasse face au système de justice, on ne se posera pas des questions, on aura peu de connaissances à ce niveau-là. Alors, c'est sûr que la vulgarisation ou même essayer de faire baisser des barrières, briser des mythes et aussi des préjugés, bien, ça fait partie, je pense, de quelque chose qui est très important dans notre société à titre d'information et pour un meilleur accès également de la justice. J'y crois sincèrement que c'est un besoin qu'il y a dans notre société. Oui, puis c'est un devoir moral d'aller chercher cette information. Oui, bien, normalement, on a tous cette obligation-là de savoir, de connaître, évidemment, pour bien respecter les lois et règlements en place dans le cadre de cette société libre et démocratique dans laquelle on vit. Après ça, c'est sûr que quand on fait face au système, bien, même un avocat peut se voir découvrir comment les choses s'articulent, mais quand même, c'est des choses qui sont, à mon avis, à la base, tout à fait, de connaissances que les gens devraient avoir, ou à tout le moins savoir où y avoir accès et de la bonne façon. Exactement. Vous consacrez une grande partie de votre temps à lutter contre certaines formes de discrimination négative, justement. Et puis, il y a surtout le profilage racial. Bon, vous l'avez dit, il y a des termes assez forts. Profilage racial parce qu'on fait partie d'une certaine communauté, parce qu'on est de couleur blanche ou noire ou n'importe quelle autre couleur. Mais il faut dire que, justement, ce profilage, il cible certaines communautés, beaucoup plus que d'autres. J'aimerais avoir une idée sur les moyens mis en place pour lutter contre ce profilage racial. Comment est-ce que vous l'entrevoyez de votre point de vue d'avocat? Il faut savoir que le profilage racial est défini quand même. Là. Il s'agit effectivement d'un traitement qui serait distinct par les autorités face aux individus qui peuvent être distingués par leur couleur de peau. Vous donnez l'exemple, mais il y a une statistique qui existe. Si je donne l'exemple d'un bol de popcorn, par exemple, qui représenterait la population, puis dans le bol, on en colorerait 20 ou 10 que ce soit ces personnes-là qu'on aille chercher dans le bol spécifiquement, bien, c'est la question qu'on se pose. C'est comment est-ce qu'ils ont été ciblés, interpellés par les autorités, alors qu'il n'y a pas nécessairement commission d'infraction en lien avec leur situation. Donc, le profilage racial est une problématique qui
sous-tend d'un plus grand problème qui est le racisme systémique. On ne traite pas l'État de raciste, c'est juste que dans la façon dont s'articulent certaines règles, lois, applications de la justice, par exemple, bien, on le voit que c'est teinté malheureusement parfois de préjugés, conscients ou inconscients, basés sur la différence que l'autorité peut avoir face à eux. Alors, c'est une question qu'on pose maintenant. Quels sont les moyens mis en place? C'est une bonne question. La première façon de faire, c'est la dénonciation. Donc, déjà, de dénoncer cette problématique est une grande étape. Sensibiliser la population, mieux éduquer la population. Et quand je parle de population, c'est à tous les niveaux. Autant le citoyen que les gens qui peuvent être agents de changement, mais également ceux qui ont ce pouvoir-là décisionnel. Alors, que ce soit les autorités, que ce soit l'État, le législateur, donc le gouvernement qui peut légiférer, mais également décider d'encadrer, mais aussi nos tribunaux. Puis on le voit, il y a des choses qui se passent devant les tribunaux où on conteste, on manifeste cette problématique-là de profilage racial, par exemple. Et on attend d'ailleurs la suite d'un article qu'on a voulu déterminer comme illégal, soit l'article 636, qui donne ce pouvoir-là discrétionnaire à un policier d'interpeller n'importe qui pour une vérification. Et le problème a été clairement soulevé que ce n'importe qui-là, bien, c'était majoritairement, il y avait quand même beaucoup de gens racisés là-dedans. Alors, on va voir qu'est-ce que nos tribunaux vont trancher, mais ce sont toutes des étapes, à mon avis, qui peuvent amener à un changement positif. Puis il peut y avoir d'autres types de solutions aussi. Mais c'est des pouvoirs qui peuvent quand même sécuriser aussi, en quelque sorte, les gens, la peur des citoyens. Donc, est-ce qu'on peut tout de même émettre et établir que vraiment le profilage, dans le fond, ça s'adresse à des personnes minoritaires, dans le fond? Ça s'adresse à des personnes minoritaires. Bien, en ce sens que ça touche des individus, ça touche leurs droits. Pour moi, que ce soit minoritaire ou pas, dès que ça touche un être humain basé sur son apparence, par exemple, son choix de religion, qu'il ait une barbe, par exemple, ou qu'il ait une couleur plus foncée, c'est problématique. Ce type de discrimination-là et d'application d'un pouvoir sur un individu ne devrait pas être, à mon avis. Vous avez quand même touché un point intéressant du fait que cette discrétion-là policière, bien, elle existe effectivement aussi. Et c'est l'argument qui est sous-tendu par l'État. Pour protéger la population, il faut quand même que ces policiers-là aient un pouvoir d'intervention, ce à quoi on ne s'objecte pas. Et c'est pourquoi aussi, là, il y a quand même toute une question de formation policière. Il y a la question aussi des caméras portatives qui a été soulevée. Peut-être que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ça, c'est un bon point, comme piste de solution, au moins pour éviter et s'assurer que cette pratique-là du pouvoir se fait dans des circonstances où les droits des gens ont été respectés. Sont respectés, très bien. On va faire une pause, mesdames et messieurs, on revient dans les prochaines minutes. Maître Nada Boumftah, c'est mon invité de ce jeudi chez Agora. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, une émission avec une touche juridique. J'accueille aujourd'hui Maître Nada Boumftah, avocate en droit criminel et pénal, très impliquée dans la communauté, les communautés, auprès des jeunes. Alors, Maître Boumftah, on va parler de la bonne gouvernance en général, qui est un ingrédient nécessaire aussi pour répandre, n'est-ce pas, la paix et l'harmonie au sein de la société. Mais cela implique un certain sens de la citoyenneté. De part et d'autre. Hein? Oui, je pense que vous avez reçu d'ailleurs mon papa à l'émission. C'est un honneur. Oui, mon Dieu, l'honneur est clairement partagé, puis c'est une fierté. On dit que le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre. J'ai eu cette chance-là d'avoir un papa inspirant aussi, des parents qui m'ont permise de m'impliquer, mais qui m'ont encouragée. Alors, très, très jeune, ce sens-là de l'implication, je pense, m'a été inculqué et encouragée d'y aller, de ne pas hésiter à me lancer, à faire ma place aussi. Puis c'est ce que je veux encourager nos jeunes, mais aussi toutes les gens de nos communautés à faire. Et quand on parle de gouvernance, bien, ça part de ça, là, de petits comités qui peuvent être des comités sociaux avec une certaine mission, que ce soit l'environnement, que ce soit des missions
sociale, jusqu'à des conseils d'administration où on peut s'impliquer, on peut siéger, où on a un vote, on a une voix, on peut être entendu pour des micro-changements, mais qui peuvent à l'échelle avoir une importance. Puis après ça, bien, la gouvernance peut s'étaler à d'autres niveaux. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important, à tout le moins savoir que ça existe et qu'ici où on est au Québec, bien, on a cette chance-là et ces opportunités-là, à nous de les saisir. Oui, exactement. Il y a des chances. Puis on a vu votre implication parce que toute jeune, là, vous étiez un peu partout dans certaines communautés et ça a inspiré beaucoup de jeunes, justement. Bien, en tout cas, j'ose espérer. Je pense que oui. Au fond de moi, mon idéal, c'est d'être la meilleure version de moi-même pour pouvoir redonner. Puis, à travers des implications très, très jeunes, bien, j'essaie de le poursuivre aujourd'hui avec les outils que j'ai eu la chance de développer, que ce soit mon éducation, que ce soit mes implications également, qui me permettent aujourd'hui de dire, bien, j'essaie de le faire et peut-être d'allumer d'autres ampoules qui le fassent à leur tour aussi, sans qu'il y ait cet esprit de compétition-là, mais plutôt de complémentarité. De complémentarité, comme vous dites. On va rester avec les jeunes, si vous permettez, Maître Nada. Bon, alors ça, c'est un sujet tout de même, quand même assez épineux. Nous avons, bon, il y a un certain potentiel juridique, mais encore, quand on entend parler de tels jeunes à Saint-Léonard qui ont été ciblés et tout ça, ça devient inquiétant pour certains parents. Juste savoir quelles sont les dispositions nouvelles qui ont été mises en œuvre et en valeur pour aller de l'avant contre ça, parce que beaucoup de parents s'inquiètent issus de certaines communautés, Maître Nada. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau? Il y a plusieurs choses dans tout ça. Il y a un niveau quand même juridique à évaluer, c'est-à-dire que malheureusement, il y a de la criminalité. Nos jeunes peuvent facilement glisser là-dedans. Puis on le voit dans notre système de justice pénale pour adolescents. Après ça, il y a une question aussi de quartier, d'activité, de sensibilisation, d'accès. Puis les réseaux sociaux deviennent un danger. Mon Dieu, à l'aveugle, limite pour les parents, où on a une difficulté de contrôle aussi, puis de suivi de nos enfants. T'sais. Moi, je pense sincèrement qu'il y a aussi une implication et parentale et sociétale à y avoir dans ces niveaux-là. Puis je pense que l'inquiétude, effectivement, a le lieu d'être, de se questionner où sont nos jeunes, comment est-ce qu'on peut les ramener vers un droit chemin de scolarisation, d'implication, de sport, ailleurs que dans nos rues et dans cette criminalité-là. Ça, c'est déjà une action qui devrait être et se propager. Après ça, quand on voit au niveau de la jeunesse, il faut quand même connaître nos droits aussi. C'est très, très, très important. Quand on est un mineur, nos parents, on a le droit d'être assisté par nos parents puis d'avoir un avocat également. Donc, ne pas hésiter à recourir à ces ressources-là. Puis, évidemment, il faut savoir qu'au Québec, il y a la Direction de la protection de la jeunesse qui existe et qui est là, normalement, pour s'assurer exactement du développement, de la santé et de la sécurité de nos enfants sur le territoire. Très bien. On va rester avec les jeunes encore une fois. Un jeune ou une jeune mineure qui a agressé 14 ans ou 15 ans, là, bon, c'est la police qui le protège, là. Et puis, il va y avoir une enquête. Agressé, vous êtes victime d'une agression? Victime d'une agression ou d'un racket ou d'un guet-apens, etc., ou même battu, etc. Absolument, bien sûr. La police sont les premières autorités. Mais est-ce que ces jeunes peuvent avoir accès ou recours, je veux dire, à un avocat, je veux dire, pour intensifier cela, ou bien est-ce que c'est la police qui protège toujours? Normalement, l'État, comment ça fonctionne ici, quand on est victime d'un acte criminel, c'est effectivement la police qui rentre en ligne de compte, qui va enquêter, qui va soumettre un dossier au directeur de la poursuite criminelle et pénale pour accuser ou non. Après ça, il y a quand même des systèmes d'aide aux victimes aussi, des organismes qui existent. Là. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC. C'est sûr que tout ce qui est soutien professionnel, psychologique aussi peuvent exister. Depuis la pandémie, je vous dirais, il y a quand même eu des réflexes, des gens qui vont aller consulter quand même un avocat, savoir comment aller porter plainte, comment ça fonctionne. Il faut savoir que quand on va porter plainte au poste de police, par exemple, si c'est pas une agression sur laquelle on a appelé le 911 qui est venu sur place et qui peut, par exemple, mettre en état d'arrestation les agresseurs, bien, il y a tout un processus. Il faut y être préparé. C'est pas facile. Et c'est par voie écrite qu'on fait des déclarations. Et ensuite, on peut être filmé et enregistré pour porter plainte. Alors, il faut savoir que ce processus-là, quand on
ne le connaît pas, on ne sait pas comment Oui. ça s'articule, ça peut être effectivement très Oui. anxiogène. Donc, d'être encadré ou avoir des ressources, c'est quelque chose que je peux évidemment qu'encourager. Oui, mais donc, comme vous venez de le remarquer, mesdames et messieurs, le CAVAC, vous avez dit? Oui, le Centre Le d'aide aux CAVAC, un victimes organisme, d'actes là, criminels. une fois l'agression, alors le CAVAC, ce sont des organismes qui portent, qui sont là, qui présentent leur aide, et puis qui peuvent travailler même en coordination avec la police. Oui, c'est vraiment auprès Oui. des victimes qu'ils aident. Là. Je représente quand même pas l'organisme, mais Oui. ils existent pour soutenir les victimes. Souvent, c'est des rencontres pour faire un suivi, les accompagner à travers Oui. le processus judiciaire également. L'accompagnement, oui. Mais c'est sûr que si on a des questions plus juridiques, par exemple, Oui. un avocat serait la personne Un avocat. référence à consulter. Excellent, la personne appropriée. Ben voilà. Alors encore une fois, mesdames et messieurs, on va faire une pause et on revient. On parle juridiction au Québec, on parle protection de la jeunesse avec une avocate que j'accueille aujourd'hui, mesdames et messieurs, Maître Nada Boumftah. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, Maître Nada Boumftah, c'est mon invité d'aujourd'hui chez Agora, à ICI Télévision. On va continuer cette intéressante conversation. On va parler de votre implication, Maître Nada, auprès des communautés, de nos communautés, disons marocaines, algériennes ou tunisiennes. Voulez-vous nous dire quelques mots à propos de ça, justement? Bien, premièrement, pour moi, c'est un honneur de pouvoir m'impliquer, avoir un contact avec des gens qui me ressemblent. C'est sûr que c'est quelque chose que j'apprécie énormément, puis j'ose espérer qu'ils dégagent cette inspiration-là, une bride d'inspiration et un message clair de faire notre place, de ne pas hésiter à la prendre, et ce, à tous les niveaux, que ce soit auprès de l'État, que ce soit dans notre société, travail, implication, mais également dans notre entourage puis dans nos communautés. Là, on a la chance d'être dans un pays où on a beaucoup d'opportunités, mais c'est à nous de les créer et de les saisir. Exactement, ben voilà, c'est à nous de créer ces opportunités, de les saisir là, de les saisir à l'arracher là. Parce qu'il faut arracher sa place. Bien, c'est sûr que quand on part de base, malheureusement, où il y a du jugement, j'ai moi-même subi de l'intimidation, j'ai moi-même subi, et mes parents aussi, des remarques déplacées, voire racistes, puis on va le dire. C'est sûr que c'est pas facile. C'est sûr que c'est tout un défi de dire, OK, bien, moi aussi, j'ai les compétences, j'ai les capacités, puis il n'y a rien qui va m'arrêter. Mais il faut qu'on se dise qu'on est capable et de mettre toutes nos chances de notre côté pour prendre cette place-là. Oui. Mais effectivement, je pense que le terrain, en tout cas, n'est pas facile à prendre, mais beaucoup de gens ont fait des sacrifices avant nous. On continue à en faire. Oui. J'ai cette chance-là, encore jeune, de voir d'autres jeunes prendre leur place. Alors, j'ose espérer que ce n'est qu'une continuité et qu'on est de plus en plus accepté, mais il faut la prendre et de la bonne façon. Exactement. Il y a de plus en plus d'avocats, d'avocates, là. Oui. Ben, ils ne sont pas dans les médias, là, mais on les connaît. Absolument. On les connaît. Ils sont de plus en plus là, présents. Oui. C'est comme ça qu'il faut réagir, hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire preuve d'un sens de leadership parce que oui, la société accueille, mais il faut aussi faire ses preuves. Oui, absolument. Quelque part. Quelques mots aussi, Maître Nada, sur votre implication à l'organisme Grand Frère, Grand Sœur de Montréal. Magnifique organisme. Oui, vraiment. C'est un organisme qui a pour but de mentorer des jeunes de différents backgrounds, différents d'histoires, où on les jumelle avec des adultes avec qui ils vont pouvoir côtoyer, avoir des activités, mais avoir une inspiration. L'idée et le but de l'organisme est vraiment de permettre de développer autant un réseau, des contacts, mais aussi voir que, OK, je peux avoir une figure d'autorité ou personne qui est plus vieille que moi qui peut m'amener dans un autre chemin que je n'aurais peut-être jamais connu autrement. Alors, un organisme que j'ai beaucoup à cœur et dont j'ai la chance et le plaisir de représenter cette année. Magnifique, continuez à les inspirer, justement. Selon vous, il faut toujours se préparer à l'idée que chaque individu est différent. Surtout en criminel, en DPJ, on ne choisit pas le type d'accusé. Et là où les gens qu'on représente, et bien souvent, on fait face à une population
vulnérables. Là, je viens de citer, ça c'est Mais votre profonde réflexion. C'est deux domaines très humains. OK. C'est ce qui fait en sorte que c'en est ma vocation. Puis c'est sûr que quand on parle d'accusation, donc l'État contre l'individu, la DPJ, on parle des enfants, on parle de parents, on parle de vie humaine. C'est sûr qu'on est dans une situation de vulnérabilité Exact. déjà à la base. Puis cette vulnérabilité-là, un peu comme dans le système de santé, fait en sorte que il y a une question d'individu aussi qui est devant nous, donc d'individualité. Chaque cas est un cas d'espèce, à mon avis, puis cette relation humaine-là devient centrale dans chacun de ces dossiers-là, même si cette justice-là peut paraître très noir ou blanc, il existe des zones grises à travers tout ça et une humanité centrale qu'on doit maintenir. Oui, une humanité, vous venez de dire, qu'il faut maintenir partout dans nos actes, mais qu'il faut surtout transmettre aux jeunes. Je pense que oui, puis ça commence par le respect, Ces valeurs-là de base, le respect, la communication évidemment, mais j'ajouterais l'implication et le sens du devoir. Ce sont des choses qui, je crois, sont très, très, très importantes et qu'on doit insuffler à nos jeunes. On doit tenter par tous les moyens de leur donner ces bases-là, en espérant qu'ils puissent grandir dans des environnements leur permettant de se développer et de faire leur place. Exactement. Vous êtes connu dans nos communautés, vous avez inspiré beaucoup de jeunes, de modèles par vos engagements. Aujourd'hui, Maître Nada Boumftah, c'est quoi le message que vous voulez, le message ou les messages que vous voulez transmettre aux jeunes qui nous regardent, pas juste les jeunes issus de nos communautés, les jeunes qui nous regardent, les jeunes qui vous apprécient, parce que vous êtes une figure médiatique connue. Alors maintenant, c'est quoi votre message exactement? Parce que les jeunes, il y a un désespoir, on va le dire, avec ce qui arrive, mais on a besoin de leur parler. Ouais. C'est quoi votre message aujourd'hui? Il ne faut pas avoir peur d'être qui on est. Ma mère me l'a toujours dit, sois toi-même, mais n'oublions pas les bonnes bases. On vient de parler de valeurs. Je les encouragerais à se fixer des objectifs, à faire tout le nécessaire dans le respect, évidemment, des autres pour atteindre ces objectifs-là. Puis pas oublier que, tu sais, tout part de nous-mêmes, mais de bien s'entourer et de viser toujours haut. Les choses sont accessibles. Et quand on veut, on peut. Quand on veut, 3 mots que vous pouvez transmettre aux jeunes, des valeurs fondamentales. Maître Nada Boumftah. Mon Dieu. C'est pas 3 mots tout à fait, là. Ça se peut que ça soit une dizaine. Soyez un agent de changement. C'est ce que je vais vous demander d'être et espérer de tous et chacun. Mais je pense que notre jeunesse sera toujours cet espoir-là qu'on doit maintenir. Et ce mot-là, espoir, est très, très important dans tous les domaines, tous les milieux, mais surtout dans cette humanité. Magnifique. Maître Nada Boumftah, que j'ai accueilli aujourd'hui, merci beaucoup. Merci d'avoir été présente avec nous. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran, avec vous toujours chez Agora, à ICI Télévision, chaque jeudi à 15h30 avec un nouvel invité. Soyez avec nous. Au revoir.